Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici à Agadir pour ce très beau congrès qui, comme chaque année, est de mieux en mieux. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel niveau vous irez, mais c'est très impressionnant. Et je remercie en particulier tout le comité d'organisation de l'AMCAR et sa présidente Siam Zaimi de m'avoir convié à vous parler donc, de la cardiomyopathie dans le Barlo. Donc, il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature. J'ai donc regardé sur nos données personnelles à Nantes et sur plus de 1200 patients qui avaient un prolapsus valvulaire mitral. Vous voyez qu'on a un tout petit nombre de patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 55%. C'est 5% des patients. Et si on regarde les patients qui ont une fraction d'éjection inférieure à 50%, c'est 1,4%. Donc, ce n'est pas une dysfonction. La dysfonction ventriculaire gauche sévère n'est pas très fréquente. Si vous regardez maintenant en fonction du grade d'insuffisance mitrale, eh bien, vous voyez que la majeure partie des dysfonctions ventriculaires gauche sont associées avec une insuffisance mitrale sévère et que vous avez beaucoup moins de dysfonctions ventriculaires gauche chez des patients qui ont une insuffisance mitrale minime à modérée. Alors, on a trois situations différentes dans lesquelles on va avoir une dysfonction ventriculaire gauche ou un remodelage ventriculaire anormal associé au prolapsus. La première situation, c'est celle dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'IM sévère qui est sous-évalué avec un VG décompensé ou quelqu'un qu'on découvre comme ça avec un retentissement sévère. La deuxième situation, c'est la dilatation disproportionnée du ventricule gauche. Et la troisième situation, c'est la cardiomyopathie dilatée hypokinétique associée au prolapsus. Alors, prenons la première situation qui est l'insuffisance mitrale sévère avec ventricule gauche décompensé. Cette situation peut se rencontrer si vous sous-estimez, sous-évaluez la sévérité de la fuite mitrale, et ça peut être particulièrement le cas en cas d'insuffisance mitrale à G multiple, parce que c'est difficile à quantifier, en cas d'insuffisance mitrale mésotélésystolique, surtout si vous avez plusieurs fuites, en cas de patients de petite surface corporelle, et dans ces situations, il faudra utiliser la fraction de régurgitation, parce que vous pouvez avoir un volume de régurgitation qui est de moins de 60 ml, mais une IM qui est déjà sévère. Et puis, bien sûr, les patients peu échogènes. Et il ne faudra pas hésiter à avoir recours à l'ETO, au 3D en ETO ou en transto, éventuellement à l'IRM cardiaque pour essayer de confirmer la fuite mitrale. Ici, c'est un premier cas d'un patient. Alors, je suis désolé, la boucle ne marche pas. Elle marchait hier en review. Ici, c'est un patient de 27 ans qui était suivi pour un prolapsus valvulaire mitral donc bivalvulaire, insuffisance mitrale considérée comme minime, il était asymptomatique et puis il fait une mort subite en soulevant un sac de ciment et il avait eu la bonne idée de partir avec un copain qui avait des compétences de secouriste, donc il est réanimé. Quand il arrive à l'hôpital, il a un diamètre télédiastolique du ventricule gauche à 70 mm, un diamètre télésystolique à 52 mm, avec une fuite qui, normalement, si vous pouviez voir la boucle, correspond à une toute petite fuite, apparemment. Mais en cherchant bien, finalement, on trouve un petit prolapsus de P1 très excentré avec une zone de convergence assez importante. Et bien que ça soit une fuite mésotélésystolique, vous avez une régurgitation qui est sévère avec une fraction d'éjection qui est à 54% seulement. On a confirmé la sévérité de la fuite par d'autres méthodes de quantification. Il a été opéré avec une réparation valvulaire. La fraction d'éjection post-opératoire était à 37%, ce qui confirmait bien qu'il s'agissait d'un ventricule gauche décompensé. Et il a eu un défibrillateur. Alors, deuxième aspect, la dilatation disproportionnée du ventricule gauche. Qu'est-ce que c'est la dilatation disproportionnée? Cela correspond à une dilatation du ventricule gauche qui est trop importante que ce qui est attendu en fonction du degré de fuite mitrale. Et vous pouvez déterminer cette dilatation disproportionnée soit par les diamètres en échographie, soit par les volumes en IRM. Et vous voyez ici dans notre série, on a regardé la corrélation entre le volume de régurgitation et le diamètre ou les volumes ventriculaires. Et vous voyez que même pour des insuffisances mitrales minimes, vous avez un certain nombre de patients qui ont déjà une dilatation qui est très importante, qui est disproportionnée par rapport à la sévérité de la fuite. Alors, ici, c'est une série qui a été publiée par Robert Levin et Maurice Enrique Sarano. Ils se sont intéressés à 253 patients qui avaient un prolapsus mitral avec une insuffisance mitrale modérée, inférieure à un grade 2, et qui étaient comparés avec des patients qui étaient appareillés. Et ils ont essayé d'identifier les déterminants de la dilatation disproportionnée. Un des éléments principaux, c'était le sexe féminin.
qui étaient retrouvés dans cette analyse. Et puis le deuxième élément, c'était l'existence d'un prolapsus valvulaire mitral. Et vous voyez que les deux autres paramètres qui sont attendus, qui sont l'extrasystolie ventriculaire et la disjonction annulaire mitrale, n'étaient pas tout à fait significatifs, mais il y avait une tendance à une association avec la dilatation disproportionnée. Alors on avait regardé, nous, dans une série en IRM, vous voyez 120 patients qui avaient une insuffisance mitrale qui était tout à fait minime. Et parmi ces 120 patients, il y en avait 16% qui avaient une dilatation disproportionnée. Il s'agissait essentiellement de femmes. Vous voyez que la fuite mitrale est toute petite, la dilatation en diamètre ou en IRM. Et vous aviez une tendance à avoir plus de rehaussement tardif en IRM et surtout plus d'extrasystole ventriculaire de façon très nette dans le groupe avec dilatation disproportionnée par rapport à l'autre groupe. Nous avions été plus loin avec l'équipe de Nancy et nous avions analysé par intelligence artificielle, ce qu'on appelle le machine learning, et on avait utilisé 3 types de critères pour faire ce qu'on appelle un clustering des patients en 4 groupes, la sévérité de l'insuffisance mitrale, le volume de l'oreillette gauche et le strain. Voilà, 3 paramètres très simples. Et on avait pu identifier 3 groupes de patients avec prolapsus et insuffisance mitrale, de minime à sévère. Et vous voyez que le deuxième groupe est intéressant parce que vous avez un remodelage qui est anormal, avec une insuffisance mitrale qui est minime à modérée, un remodelage du ventricule gauche, une dilatation de l'oreillette gauche. Et chez ces patients, il y a 3 fois plus de fibrose myocardique et un pronostic qui est 3 fois plus mauvais que chez les patients de référence, c'est-à-dire le premier groupe. Et donc, le clustering de l'intelligence artificielle nous démontre que ce remodelage disproportionné, c'est quelque chose de pathologique, ce n'est pas normal, c'est un processus biologique qui altère le ventricule gauche. Alors, une des explications pour cette dilatation disproportionnée, c'est la notion de pseudo-anévrisme lié au prolapsus, qui est représenté ici, qui crée une sorte de poche pseudo-anévrismale dans laquelle vous avez un certain volume de sang qui est séquestré, qui peut représenter 10 à 20 millilitres et qui peut représenter plus d'un grade de fuite mitrale. Et vous voyez que dans ce travail, vous aviez bien entendu une relation entre la fuite mitrale, le degré de fuite mitrale et la dilatation du ventricule gauche, mais vous aviez aussi une relation entre l'importance du prolapsus, l'importance du volume de sang séquestré et la dilatation, ce qui laisse penser que ce volume de sang qui ne participe pas à l'éjection ventriculaire va aggraver la surcharge volumétrique et favoriser la dilatation disproportionnée et le remodelage donc défavorable du ventricule gauche. Alors plus récemment, ce sont des données préliminaires, on a regardé, nous, dans une série de plus de 400 patients, les patients qui ont une dilatation disproportionnée et ceux qui ont un ventricule gauche normal avec une fuite qui est minime, moins de 30 millilitres. Et vous voyez qu'on a un grand nombre de patients quand même qui ont une dilatation disproportionnée. Ce sont essentiellement des femmes. Elles ont beaucoup plus de troubles du rythme ventriculaire. La fraction d'éjection est comparable à l'autre groupe. Le strain est un petit peu meilleur. L'oreillette gauche est nettement plus dilatée. La fuite mitrale est minime. Il y a plus de disjonction annulaire mitrale et la surface de prolapsus est nettement plus importante. Et on s'est intéressé dans ce groupe de patients au rôle du système nerveux autonome, parce que vous savez peut-être que dans le prolapsus valvulaire mitral, on dit qu'il existe des altérations du système nerveux autonome chez certains patients, et on a donc regardé l'adaptation en orthostatisme et à la manœuvre de Valsalva des patients qui avaient une dilatation disproportionnée en rouge par rapport à ceux qui n'ont pas de dilatation disproportionnée, qui sont les contrôles. Et vous voyez que la réponse à l'orthostatisme est complètement différente, avec une mauvaise réponse, une mauvaise adaptation circulatoire périphérique et donc de la tension artérielle. Et vous avez aussi en Valsalva une réponse qui est complètement divergente, avec une augmentation de pression artérielle systolique chez les patients qui sont contrôles et une diminution chez les patients qui ont une dilatation disproportionnée, ce qui suggère que, 1, le système nerveux autonome ne fonctionne pas normalement, ou 2, que la circulation périphérique ne s'adapte pas normalement chez ces patients et pourrait favoriser de ce fait un hyperdébit et une dilatation disproportionnée. Donc la dilatation disproportionnée, pour résumer, elle peut être liée en partie à ce volume de sang qui est séquestré par le prolapsus valvulaire mitral et qui est aggravé par la disjonction annulaire. Le système nerveux autonome pourrait avoir un rôle, mais ce sont des données encore préliminaires. On sait qu'il y a un lien avec la fréquence des extrasystoles ventriculaires
plus vous avez d'extrasystole ventriculaire et plus vous avez un risque de développer une dilatation du ventricule gauche, notamment lorsque vous avez plus de 3 à 5% d'extrasystole par jour. Peut-être aussi que certains patients ont une aggravation de l'insuffisance mitrale à l'effort. Dans notre expérience, c'est assez rare, mais ça peut contribuer à la dilatation du ventricule gauche. Et puis enfin, on a la dernière hypothèse qui est l'existence d'une cardiomyopathie associée ou liée au prolapsus valvulaire mitral et qui pourrait expliquer cette dilatation. Alors, quels sont les arguments actuels pour l'existence d'une cardiomyopathie associée au prolapsus valvulaire mitral? Eh bien, premièrement, vous avez des données génétiques. On avait réalisé une étude pangénomique, ce qu'on appelle une GWAS, Genome Wide Association Study, avec presque 5000 cas de PVM et plus de 400 000 contrôles. Et vous voyez qu'on avait identifié 16 loci génétiques qui sont répartis dans l'ensemble des chromosomes. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 16 loci, il y en a 3 qui sont associés ou à proximité immédiate de gènes de cardiomyopathie, suggérant que certaines anomalies génétiques qui peuvent donner des cardiomyopathies dilatées, notamment, pourraient donner également du prolapsus valvulaire mitral. Deuxième élément, c'est un travail qui avait été réalisé par Magdalena Garbi et Patricio Lancelotti. Ils avaient analysé les données autopsiques de 68 patients qui avaient présenté une mort subite avec un Barlow. Et vous voyez qu'il y avait 2 éléments histologiques qui étaient retrouvés. Premièrement, c'est la fibrose cicatricielle dissociative dans la paroi inféro-latérobasale et au niveau des muscles papillaires. Et deuxièmement, c'est l'existence d'une vacuolisation dans les mêmes territoires en général des cardiomyocytes, qui est une phase qui va précéder la mort cellulaire. Et donc ces 2 éléments qui sont assez particuliers suggèrent l'association ou un lien, en tout cas, avec des données histologiques de cardiomyopathie particulières et le prolapsus valvulaire mitral. Alors ici, c'est un cas d'une jeune patiente de 20 ans qui avait une insuffisance mitrale tout à fait minime. Vous voyez, en 2022, une fraction d'éjection un peu limite, un strain normal, une toute petite fuite mitrale de rien du tout et une petite disjonction annulaire mitrale. Et elle avait un électrocardiogramme qui globalement est normal, mais sur le Holter ECG, très peu d'extrasystole ventriculaire. Par contre, une salve de tachycardie ventriculaire non soutenue, de 6 complexes, pas très inquiétante parce que c'est une fréquence de 120 battements par minute, mais néanmoins tout à fait anormal sur un cœur qui serait un cœur sain. Donc c'était un élément supplémentaire pour dire que son cœur n'était pas tout à fait normal. On lui a fait une écho d'effort VO2, elle a une altération de la capacité fonctionnelle et son pouls d'oxygène, sa capacité à transporter de l'oxygène par battement, est altérée dès le palier de 70 watts, c'est-à-dire que son cœur est incapable d'augmenter son éjection antérograde à partir du palier de 70 watts, ce qui correspond à une dysfonction ventriculaire gauche latente. En IRM, on a une dilatation du ventricule gauche, une fraction d'éjection qui est un peu basse, pas de zone de fibrose cicatricielle et une fuite mitrale qui est un peu plus importante que celle que l'on avait calculée en échographie. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que sa maman avait été opérée, lorsqu'on fait l'enquête familiale, sa maman avait été opérée en 2006 d'une insuffisance mitrale sévère avec prolapsus, trouble du rythme ventriculaire et fibrillation atriale. Et en plus, un oncle avait été opéré de CIA et présentait des troubles du rythme ventriculaire. Cette patiente, donc la maman, avait une fraction d'éjection normale après l'opération, mais en 2022, elle a une cardiopathie dilatée avec une fraction d'éjection à 40-45% et elle est sous cardioprotecteur. Et quand on regarde son électrocardiogramme, on voit que cet électrocardiogramme est tout à fait anormal, avec un PR qui est très long, donc un BAV1. Il était à 400 millisecondes après la chirurgie, 500 millisecondes en 2022. Et sur le Holter ECG, il y a 3,5% d'extrasystole ventriculaire, pas de BAV. Elle est suivie par un rythmologue. Elle n'a aucun symptôme, elle a les Holter ECG régulièrement et le rythmologue ne fait rien de plus. Il considère que ça ne présente pas de risque particulier, mais néanmoins, c'est assez surprenant cette association. En octobre 2022, cette patiente, donc la maman, fait un malaise puis ensuite une mort subite. Après ça, il ne se passe pas grand-chose. Le rythmologue est au courant, il n'engage pas plus de démarches. Mais en septembre 2023, le frère de cette dame présente lui aussi une mort subite qui, cette fois-ci, est récupérée dans un autre centre hospitalier. Et à ce moment-là, on se dit quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Et donc, on déclenche des analyses génétiques et on identifie un variant de signification indéterminée
mais de niveau 3, c'est-à-dire qu'il est possiblement pathogène. Ce n'est pas une certitude, mais ce qui est important, c'est le gène qui est concerné, c'est le gène de la lamine. Et le gène de la lamine, ça donne des cardiomyopathies dilatées, troubles de conduction, troubles du rythme ventriculaire et risque de mort subite. Et la maman, effectivement, est porteuse de ce gène. Donc on se dit, OK, on a tout compris, elle a un prolapsus valvulaire mitral, notre jeune patiente de 20 ans, elle a une cardiopathie qui doit être liée à la lamine. Et donc on fait le test de dépistage génétique, mais c'est négatif. Et donc c'est un contre-exemple, en quelque sorte, mais pour vous dire, on peut avoir une association entre PVM et cardiomyopathie, mais toutes les cardiomyopathies du PVM ne sont pas forcément liées à des gènes de cardiomyopathie que l'on connaît, en tout cas pour l'instant, et il y a encore des choses à découvrir. Je termine par un dernier cas, c'est une patiente de 34 ans qui, en début de grossesse, on lui découvre une cardiopathie dilatée et on fait un test génétique et vous voyez qu'on retrouve un variant qui est pathogène de façon certaine, niveau 5, cette fois-ci dans le gène de la titine, qui est un gène de cardiomyopathie. Donc là, c'est l'exemple de l'association entre PVM et certains gènes. Donc pour conclure, si vous avez un prolapsus valvulaire mitral avec une dysfonction ventriculaire gauche ou un remodelage anormal du ventricule gauche, il faut vous assurer que vous n'avez pas une insuffisance mitrale sévère. C'est essentiel, c'est la première étape. Vous faites tout ce que vous devez faire et vous le faites opérer s'il a une insuffisance mitrale sévère. Vous pouvez avoir une cardiomyopathie dilatée hypokinétique, la fuite mitrale est modeste. Vous mettez en route un traitement cardioprotecteur. Vous n'avez pas besoin de faire opérer le patient de son prolapsus si la fuite est minime ou modérée. Vous faites un bilan de CMD, vous faites un dépistage familial en échographie et vous faites un dépistage génétique si vous pouvez. Et enfin, si vous avez une dilatation disproportionnée du ventricule gauche, de la même manière, assurez-vous bien que la fuite mitrale est vraiment minime, parce que si elle est sévère, il faudra le faire opérer, peut-être. Et puis, si vous confirmez que vous avez une dilatation disproportionnée, qui est une sorte de nouvelle entité, eh bien, il faut suivre la patiente de façon rapprochée. Si vous avez beaucoup d'extrasystoles et si la patiente est symptomatique ou s'il y a des critères de gravité sur les extrasystoles, il faut mettre des bêta-bloquants. Et bien entendu, dans toutes ces situations, à partir du moment où vous avez un remodelage ventriculaire gauche anormal, vous avez une cardiopathie. Il faut faire une prise en charge rythmique avec un dépistage par Holter, test d'effort et fibrose, recherche de fibrose en IRM. Et bien entendu, si vous avez un risque rythmique spécial, vous mettez en route un traitement médicamenteux, notamment les bêta-bloquants. Et puis au-delà, vous confiez le patient à vos collègues rythmologues pour faire éventuellement une ablation de TV, voire un défibrillateur. Mais les indications de défibrillateur sont quand même exceptionnelles dans cette situation. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Le Tourneau, pour cette excellente présentation. On va regrouper les questions à la fin.